Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre nouveau webinar ZenChef. On va laisser encore quelques secondes pour les personnes qui nous rejoignent petit à petit et puis ensuite on va démarrer avec notre invité du jour. Bonjour à tous. Ah voilà, je vois que… Salut Sophie, je reconnais quelques personnes qui se connectent. C'est déjà aujourd'hui le 6e webinar avec ZenChef et vu les retours qu'on a, et merci à tous encore d'être présents aussi nombreux à chaque webinaire, ça nous donne bien envie de continuer. Et puis on continue sur les lives aussi Instagram pour ceux qui nous suivent sur Insta. Vous pouvez voir. Donc là, c'est un autre format. On fait intervenir vraiment des chefs, des restaurateurs, des patrons de groupes de resto qui viennent partager leur expérience. C'est toujours très enrichissant aussi. Voilà. Bon, on va démarrer. Donc, pour ceux qui nous connaissent pas, très rapidement, donc ZenChef, on a été créé en 2011. Moi, je suis un des fondateurs avec mes deux associés. Et notre mission, c'est d'aider les restaurateurs à digitaliser leurs réservations et ce, dans une démarche en direct avec leurs clients, sans intermédiaire, sans commission. C'est ça qui fait notre ADN depuis le début. On a la chance d'avoir plus de 5000 clients aujourd'hui qui sont des restaurants traditionnels, des bistrots et puis de nombreux chefs étoilés également. On est aussi très fiers de ça. On me dit qu'il y a un petit contre-jour. J'espère que c'est pas trop gênant. De toute façon, le but, ça va être surtout de donner la parole à notre intervenant et de le mettre en valeur. Donc, c'est pas grave si vous me voyez moins bien que d'habitude. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a commencé maintenant depuis 2 mois à s'engager pour aider les restaurateurs à travers toutes ces interventions qu'on essaye de rendre à chaque fois pertinentes par rapport à vos questionnements. Et on a eu plus de 3000 participants à ce jour. Donc, on est aussi très, très content de ce nouveau format. On n'en avait jamais fait avant et donc ça fonctionne très bien. Et puis, depuis maintenant une quinzaine de jours, on a lancé le click and collect. Donc, à la base, ZenChef, c'est de la réservation. Nous aussi, on a dû s'adapter comme vous, restaurateurs. Et donc, on a lancé ce module qui permet de prendre des commandes en ligne, d'être payé et puis ensuite de démarrer une activité de vente à emporter. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter directement sur mon mail. On a déjà plus de 1000 restaurateurs qui l'utilisent et c'est complètement gratuit, certainement jusqu'au mois de septembre. Voilà pour la petite minute de publicité, mais je vais surtout laisser la parole maintenant donc à notre intervenant du jour, Maître Baptiste Robelin. Merci à vous d'être présent avec nous pour répondre aux questions de nos restaurateurs. Merci de m'avoir invité. Alors Baptiste Robelin, donc vous êtes associé du cabinet DJS Avocats, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes spécialisé dans les baux commerciaux et les procédures collectives et vous intervenez essentiellement pour des restaurateurs et pour des commerçants. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité vous faire intervenir aujourd'hui, puisque vous intervenez très souvent pour de la négociation de baux commerciaux, pour des sessions de fonds de commerce également, et puis pour toutes les procédures qui intéressent les restaurateurs. Voilà, et vous êtes également inscrit sur la liste officielle des mandataires en transactions immobilières de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Et merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez tous compris en vous inscrivant à ce webinaire, aujourd'hui, on va parler des aspects juridiques qui vous concernent et notamment 3 d'entre eux qui sont les suivants. D'abord, on va parler de la vente à emporter et du cadre légal qu'il faut respecter. Ensuite, on parlera d'un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, qui est le report des loyers et les annulations, en tout cas toute la relation avec les bailleurs. Et puis, un dernier sujet qui sera donc les procédures de sauvegarde judiciaire, qui est un sujet peut-être moins évoqué ces derniers temps, mais qui est tout aussi important et qui intéressera aussi certains d'entre vous. Voilà, donc Baptiste, je vous donne la parole pour démarrer votre intervention.
Merci beaucoup Xavier déjà pour cette introduction. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Heureux que vous soyez nombreux parce que voilà les informations qu'on a à vous donner aujourd'hui, on espère qu'elle sera le plus utile possible. Alors, il y a effectivement trois thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a la question de la vente à emporter. Alors, on va l'aborder ça sur les aspects légaux, évidemment. La question des négociations avec les loyers. On a publié depuis le début du confinement beaucoup d'articles au cabinet sur ce sujet-là et assisté beaucoup de commerçants dans la négociation avec les bailleurs depuis le début du confinement. On commence à avoir un peu de recul aujourd'hui, donc c'est intéressant. Et puis, on abordera une troisième partie qui peut paraître un petit peu triste, c'est celle des procédures collectives, puisque c'est les procédures à mettre en œuvre si les difficultés financières persistent. Mais je vais essayer de vous donner une vision positive de ces procédures collectives et de vous expliquer qu'elles sont vraiment véritablement faites pour vous aider à remonter la barre si, compte tenu des difficultés qu'on connaît actuellement, au moment de la réouverture, les choses ne se passaient pas comme prévu et que les difficultés financières, voilà, vous continuez à plomber l'entreprise. Et on va essayer de voir comment est-ce que véritablement, par une utilisation bien faite du jeu des procédures collectives, on peut sauver une entreprise et vous permettre de continuer une activité dans les meilleures conditions par la suite quand la reprise de la consommation sera au rendez-vous. Alors, pour commencer, la question de la vente à emporter. On a publié un article complet sur cette question-là dans la revue, dans le blog ZenChef. Et je vous remercie encore une fois, Xavier, de nous avoir permis de le faire. Je vais mettre le lien dans le chat pour ceux qui souhaiteraient consulter l'article qui reprend tous les aspects juridiques de la vente à emporter. Et peut-être pour répondre à la question, est-ce qu'on va envoyer des visuels? On va faire même mieux que ça, c'est qu'il va y avoir un document disponible qui va récapituler tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et qui sera accessible donc sur demande directement auprès de Baptiste à la fin de ce webinaire. Alors, le document, je vous l'enverrai, Xavier, le PowerPoint. Vous pourrez le diffuser quand on l'aura à tous les participants. Ouais. Alors, la question de la vente à emporter, si on l'aborde sur un plan juridique, en fait, le vrai sujet, c'est la question de l'autorisation du bailleur. C'est-à-dire, est-ce que dans votre bail commercial, vous êtes autorisé ou non à faire de la vente à emporter? Ceci étant, quand on a dit ça, il y a une première réserve qu'on doit émettre. On est dans un contexte très particulier. On est dans un contexte de crise du Covid-19. Et dans ce contexte-là, selon nous, la question du bail commercial, de l'autorisation du bailleur ne se pose pas. Voilà. Elle ne se pose pas pourquoi? Parce qu'il y a un décret du 23 mars 2020, c'est justement le décret qui a prévu demander aux restaurateurs, aux établissements recevant du public de fermer jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, on ne connaît pas la date de réouverture. Et ce décret, il est rédigé de telle manière qu'on nous dit que les restaurants, les cafés doivent fermer, sauf pour ce qui est de la vente à emporter. Alors, nous, les avocats, on a tendance à faire une lecture extensive de ce décret en se disant, mais en fait, ce qui nous permet de faire aujourd'hui, c'est que dès lors qu'on est un établissement qui doit fermer pour des raisons administratives, on est du coup, à contrario, autorisé à pratiquer de la vente à emporter. Et finalement, peu importe ce qui est prévu dans le bail commercial. C'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le cadre de l'article du blog, c'est qu'il faut vraiment distinguer deux périodes de temps. On est dans une période particulière, on est dans une période dans laquelle il y a des régimes spécifiques qui ont été mis, des décisions administratives qui sont prises dans le cadre de cette crise. Et de ce fait, on considère que ce décret permet à tous les restaurateurs de pratiquer de la vente à emporter. Et j'irai même plus loin, on encourage les restaurateurs à le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si les difficultés financières persistent, que vous vous retrouvez en défaut de paiement à l'égard de vos partenaires. Alors, les partenaires, ça peut être le bailleur, ça peut être des fournisseurs, voilà, vos partenaires. Imaginez que demain, il y a un contentieux pour des questions de dette non payées, vous sollicitez un report, vous expliquez qu'il y a eu des difficultés. Les magistrats seront évidemment extrêmement sensibles, c'est une certitude, surtout sur le sujet du Covid-19, au fait que vous ayez pu mettre tout en place, faire un maximum de choses pour tenter de pallier les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Donc, clairement, il est clair et net que ce décret vous autorise à faire de la vente à emporter et que les bailleurs ne seraient pas en mesure aujourd'hui de vous le reprocher, encore une fois, sur la période de fermeture. Quand on aura passé cette période de fermeture, se posera la question, pour un certain nombre d'entre vous, de savoir si, oui ou non, vous pouvez continuer de manière pérenne, sur le long terme, à faire de la vente à emporter.
parce que vraisemblablement, la consommation sera peut-être pas au rendez-vous immédiatement après la réouverture et peut-être que vous aurez l'envie de compenser une partie de perte de chiffre d'affaires habituel en complétant le chiffre que vous faites avec les gens qui viendront sur place avec de la vente à emporter, ou peut-être tout simplement que vous allez découvrir, pour ceux qui ne le faisaient pas avant, que en fait, c'est une manière de diffuser vos produits qui vous plaît et que vous voulez donc continuer à le mettre en place de manière pérenne. Et à ce moment-là, il faut se poser la question de ce qui est prévu dans le bail commercial. Alors, en l'état actuel, la jurisprudence est très claire. Si il est écrit restauration, brasserie, uniquement, simplement ces termes, d'accord, restauration, café, brasserie, cela n'implique pas une autorisation tacite de pratiquer de la vente à emporter. Ça veut dire que la vente à emporter, elle est censée être mentionnée dans le bail, dans le contrat de bail. Alors, quand ça y est, c'est très pratique, vous ne posez pas la question, c'est déjà le cas. Et qu'est-ce qui se passe si ça n'y est pas? Si ça n'y est pas, il va falloir faire ce qu'on appelle une procédure de déspécialisation partielle. Déspécialisation partielle, c'est-à-dire qu'on va adjoindre une activité connexe, complémentaire, c'est ce que dit la loi, à l'activité principale du bail. Et pour ça, on va demander l'autorisation du bailleur. Alors, la procédure, elle est assez simple. En fait, on l'informe. Ça peut être par lettre recommandée, ça peut être par constat d'huissier. Une lettre recommandée, c'est largement suffisant pour cette procédure-là. Il faut juste avoir une preuve d'envoi. D'accord? On l'informe. À partir du moment où il a eu réception de ça, on a l'accusé de réception, il a 2 mois pour s'opposer éventuellement. S'il ne s'y oppose pas, ça veut dire qu'il a donné son autorisation. Voilà, c'est une autorisation tacite. Et donc, voilà, passer un délai de 2 mois, à défaut de réponse du bailleur, vous êtes autorisé à pratiquer de la vente à emporter puisque la disposition partielle est acquise. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais votre bailleur vous dit « Ah ben non, moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas adjoindre de la vente à emporter ». Et ce n'est pas une hypothèse théorique, on le voit de plus en plus souvent parce qu'en fait, il y a certains bailleurs qui considèrent que la vente à emporter, c'est une chose, mais souvent, elle s'associe de ce qu'on appelle la vente à distance, en fait. C'est-à-dire, la plupart du temps, elle se pratique avec des livreurs grâce à des plateformes de vente à distance. Donc, vous avez un livreur qui vient avec un scooter ou que sais-je, qui attend et puis qui récupère le plat et qui l'amène directement chez le particulier. Et donc, souvent, ces activités peuvent être génératrices de nuisances si elles sont mal organisées. Si vous vous retrouvez avec une queue importante de livreurs devant le restaurant, etc., ou qu'il y a trop de moments de sociabilité entre les livreurs et des membres du restaurant ou des clients à l'entrée, on le voit malheureusement sur certains établissements, ça pose des difficultés. Et du coup, il y a certains bailleurs qui peuvent être un peu réticents à accepter la vente à emporter. Alors, ça peut donner lieu à un contentieux, dans le cadre de cette déspécialisation partielle, où on va devoir aller justifier devant le magistrat pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place ce type d'activité. Alors, ce qu'on considère aujourd'hui les avocats, c'est qu'en fait, la situation est suffisamment difficile aujourd'hui pour les restaurateurs. On est pratiquement persuadé que dans 100% des cas, les tribunaux trancheront en faveur des restaurateurs et accepteront d'adjoindre cette activité au bail parce qu'on est dans un contexte économique très particulier. On ne va pas quitter malheureusement ce contexte économique tout de suite parce que, évidemment, aujourd'hui, on est dans le dur de la crise, mais on sait pertinemment qu'il va y avoir ça va prendre un certain temps à ce que les choses reviennent normales derrière en termes d'habitude de consommation. Et du coup, il est clair et net que les magistrats seront sensibles à cette question. Et aujourd'hui, on est à peu près sûr que ce sera tranché quasiment systématiquement en faveur des locataires. À moins que le propriétaire ait vraiment des arguments très, très sérieux à faire valoir pour s'opposer à la pratique de la vente à emporter. Alors, il y a une deuxième question qui revient souvent quand on parle de déspécialisation partielle, c'est-à-dire le fait d'adjoindre une activité à ce qui était prévu déjà au terme du bail, c'est la question de l'augmentation de loyer qui peut en résulter. Alors, quand on est sur le terrain de la déspécialisation partielle, le Code de commerce est très clair à cet égard. Si une augmentation de loyer est décidée par le bailleur, elle ne peut pas être immédiate. C'est la première chose. Elle ne peut pas être immédiate, elle ne pourra être proposée par le bailleur qu'à l'occasion de la révision triennale suivant la notification de la déspécialisation partielle. Donc, si votre loyer, par exemple, avait augmenté il y a 1 an, d'accord, vous faites une demande de déspécialisation partielle pour adjoindre justement cette nouvelle activité, d'accord, eh bien, le bailleur ne pourra pas vous demander une augmentation de loyer immédiate. Il faudra qu'il attende 2 ans, puisque ça fera du coup 3 ans depuis la dernière révision de loyer, on fera la prochaine révision triennale, pour éventuellement demander une augmentation de loyer. Et pour le faire, pour le justifier, il faudra qu'il démontre qu'il y a une augmentation de la valeur locative des locaux commerciaux, d'accord, du fait de cette adjonction d'activité. Et alors là, j'allais dire, encore une fois, l'état du droit, à mon avis, va être
en faveur des locataires en l'état, c'est que, si vous voulez, la crise est telle aujourd'hui que ça me paraît impossible pour un bailleur de démontrer à court terme qu'il y a eu une augmentation de la valeur locative. Même si l'activité de vente à emporter que vous ajoutez peut effectivement augmenter en soi la valeur des locaux, parce que vous augmentez de manière virtuelle votre zone de chalandise, il est évident qu'aujourd'hui, on parle plutôt de baisse des valeurs locatives que d'augmentation des valeurs locatives compte tenu de la crise. Donc, j'allais dire, c'est le bon moment après la période de fermeture pour ceux qui veulent effectivement procéder à une déspécialisation partielle pour adjoindre de manière pérenne et définitive cette activité de vente à emporter. C'est le bon moment de le faire parce que non seulement les tribunaux seront complètement derrière vous, ça paraît assez certain compte tenu du contexte, si le bailleur s'y opposait sur le principe, mais qu'en plus, ça paraît pratiquement impossible pour un bailleur aujourd'hui d'aller démontrer qu'il y a une augmentation des valeurs locatives des locaux. Et je pense que ce sera le cas ça, pendant quasiment un an et demi, compte tenu du contexte économique. Et donc, si vous voulez, vous avez très peu de chances qu'il résulte de cette adjonction d'activité une augmentation du loyer commercial. Voilà sur les grandes lignes ce qu'on voulait vous dire sur cette question de l'adjonction d'une activité supplémentaire dans le cadre du bail. Alors, vous le verrez, pour ceux qui iront lire l'article qu'on a publié sur le blog ZenChef, il y a d'autres problématiques que pose la question de la vente à emporter, c'est toute l'organisation matérielle en cuisine et sur les opérations de vente pour la question, pour respecter les distanciations sociales et les normes de sécurité. Alors, je ne vais pas vous paraphraser. Excusez-moi de vous couper. Je vous en prie. On peut, avant de passer donc aux autres aspects de la vente emportée, on peut peut-être répondre à quelques questions. Bien sûr, je vous écoute. Alors, donc il y a une question de Sabine qui demande, c'est peut-être écrit dans le bail, mais si c'est pas écrit dans les statuts de l'entreprise, est-ce que ça pose problème? Alors, pas du tout. Ce qui compte là, c'est vraiment le bail commercial. Votre entreprise, elle a l'objet social qui vous permet d'exercer une activité de restauration au sens large, et il n'y a aucun problème si les statuts ne prévoient pas expressément la question de la vente à emporter. C'est vraiment sur la question du bail que le sujet est sensible, parce qu'il y a de la jurisprudence sur la question, et qu'on nous dit c'est pas parce que le bailleur vous a autorisé à faire de la restauration qu'il vous a autorisé à faire de la vente à emporter. D'où le fait de demander une adjonction. En revanche, sur les statuts de la société, aucune incidence, vraiment. Ok, super. Question de Catherine. Peut-on commencer la vente à emporter avant la réponse du bailleur des 2 mois ou il faut attendre le délai de 2 mois à date du courrier LR? Alors, encore une fois, deux temporalités différentes. Aujourd'hui, dans le contexte du Covid-19, vous pouvez le faire immédiatement, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'attendre la réponse d'un bailleur. Je vous dis, on est protégé, à mon sens, par le décret du 23 mars 2020 pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, quand on est dans le cadre d'une déspécialisation partielle, donc on repasse en période normale, vous avez réouvert dans les conditions normales, on n'est plus sous l'égide du décret que je citais. Alors oui, on est obligé d'attendre le délai de 2 mois. On est obligé d'attendre le délai de 2 mois pour que, à défaut de réponse, il y ait eu une autorisation tacite ou autorisation express. Si entre-temps, si en une semaine, il vous a dit il n'y a pas de problème, vous pouvez faire votre activité, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 mois par définition puisque vous avez sa réponse. D'accord? Mais il faut attendre l'autorisation, qu'elle soit tacite ou express du bailleur pour pratiquer la vente à emporter, effectivement. Ok. Question de Simon. Est-ce qu'on doit prévenir quelqu'un qu'on démarre son activité, la préfecture ou autre? Non. Non, il n'y a pas besoin d'autorisation préfectorale. C'est vraiment purement une question de droit privé avec votre bailleur. Ok. Alors, il y a une question de Florent. Je ne sais pas si ça va rentrer dans votre champ de compétences. Pouvez-vous nous parler de la formation pour faire la VAE alcool entre 22h et 8h? Je suis détenteur de licence 4. Je ne peux pas vous parler de la formation en tant que telle parce que je ne les dispense pas. Il en faut effectivement une sur ce créneau horaire, ça, je peux vous le confirmer. Je ne l'ai jamais faite moi-même, donc je ne peux pas vous dire comment elle se passe. Je sais que c'est une formation de quelques heures de sensibilisation. Je pense qu'on va vous donner des règles, on vous rappeler qu'il ne faut pas vendre aux mineurs, etc. Des choses type. Je ne l'ai jamais faite cette formation, je ne connais pas son contenu. Ce ne sont pas des juristes d'ailleurs qui dispensent ces formations. Nous, notre métier en qualité de juriste, d'avocat, c'est de vous dire, voilà, sur ce créneau horaire, la loi prévoit une autorisation qui sera délivrée si vous avez délivré cette formation spécifique. Son contenu, je ne le connais pas. Donc, formation obligatoire en tout cas. Oui, sur ce créneau horaire, tout à fait. Ok. Question de Nathalie. Donc, le bail doit comporter VAE précisément ou activité annexe suffit? Bonne question. C'est toujours des questions très embarrassantes pour les avocats comme moi parce qu'on est habitué à plaider un peu une chose et son contraire. Peut-être enregistré, il va y avoir une preuve en vidéo.
Oui, je peux pas vous dire. Enfin, c'est mieux que ce soit écrit vente à emporter. Aujourd'hui, s'il y avait un litige sur la question des activités annexes, je me sentirais d'aller le plaider. Mais si je peux vous éviter une procédure en vous disant essayons de prendre tout de suite les bons réflexes, c'est mieux qu'il y ait marqué vente à emporter. Et moi, je mettrais même aujourd'hui, c'est ce que je recommande sur les baux, de mettre vente à emporter et à distance. Pourquoi? Parce qu'on tend à commencer à voir dans la jurisprudence, vous savez, la jurisprudence évolue en même temps que les pratiques commerciales, à voir se distinguer des nuances peu à peu entre la question de la vente à emporter et la vente à distance. C'est pas exactement la même chose. Vente à distance, vente à domicile. La vente à emporter, ça peut être simplement, je fais rentrer un consommateur dans mon restaurant et au lieu de rester pour manger dans mon restaurant, il repart avec sous le bras une barquette que je lui ai fait avec son plat préféré. La vente à distance, la vente à domicile, c'est j'ai un livreur qui est venu avec justement une mobilette, un vélo, je ne sais quoi, et qui a récupéré le plat au restaurant et qui l'a amené à domicile. Et la jurisprudence commence à faire des distinctions parce qu'il y a des bailleurs qui disent oui, mais attendez, moi je veux bien avoir un couple bien sympathique qui habite en bas de la rue et qui vient dans son restaurant et qui récupère son plat pour aller le manger chez lui et il rentre à pied bras dessus bras dessous. C'est pas la même chose que d'avoir un attroupement de livreurs en mobilette qui passent dans la rue, qui s'arrêtent, qui discutent, qui récupèrent des plats et ça génère pas les mêmes nuisances. Et donc aujourd'hui, on tend sur les baux pour éviter toute discussion de cette nature à dire vente à emporter et vente à distance à domicile. Voilà, pour essayer d'être le plus complet possible. Donc, activité annexe, encore une fois, sur une plaidoirie, je ne me sentirais pas désarmé pour aller plaider ça devant un magistrat en disant bah oui, activité annexe, monsieur le juge, vous comprenez évidemment, qu'est-ce qui est annexe à la restauration, si ce n'est la vente à emporter. Mais voilà, mon but, c'est aussi d'essayer de vous donner des conseils qui vous évitent d'aller devant les tribunaux pour essayer de régulariser au maximum la situation, de les encadrer au maximum juridiquement. Très clair, merci. Question de Sébastien. Bonjour, mon bail précise des locaux exclusivement consacrés à l'exploitation de son commerce de restauration à l'exclusion de tout autre, même temporairement. Cela me permet-il de développer une activité de vente à portée? Alors, restauration pure et dure, comme je l'ai dit, ça n'inclut pas la vente à emporter. Ça, il y a de la jurisprudence sur le sujet. Alors, il y a la question peut-être du même temporairement. Je vous dis encore, donc du coup, je pense que la question qui est derrière, c'est est-ce que du coup, même temporairement aujourd'hui, je peux quand même le faire? Pour moi, clairement, le décret du 23 mars 2020 vous le permet, puisqu'il est assez clair sur le fait que la vente à emporter est autorisée pour les restaurants fermés et que je n'imagine pas une seule seconde un magistrat sanctionner pour faute un commerçant qui a été contraint de fermer administrativement en cette période parce qu'il a, pendant cette période particulière, pratiqué de la vente à emporter pour compenser les pertes subies par la situation. Merci. Alors, on a deux questions sur un CERFA. J'en ai jamais entendu parler, mais c'est normal. Le CERFA numéro 13984. Et donc, la question, c'est pour pouvoir faire de la livraison, quand on a déjà une licence restaurant, apparemment, il faudrait mettre à jour ce CERFA. Et puis, une autre personne qui demande si on ne doit pas déposer ce CERFA, qui est la déclaration d'activité à renvoyer à la direction départementale, etc. Alors écoutez, les CERFA avec les numéros, je ne les connais pas tous par cœur parce que c'est notre formaliste qui gère ça en interne, c'est pas les avocats. Donc je propose de faire quelques vérifications préalablement plutôt que de donner une réponse qui serait imprécise là-dessus. On se retournera vers notre formaliste habituel qui connaît ça par cœur et on pourrait lui poser à ce moment-là cette question-là. Tout ce qui est formalité, alors elles sont faites sous la responsabilité du cabinet d'avocats bien évidemment, mais on passe par des formalistes qui ne font que ça. Top. Bon, ben, on reviendra vers les participants sur ce fameux CERFA. Avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On peut peut-être continuer la présentation. Oui, bien sûr. Alors, le sujet du moment, le sujet d'actualité, effectivement, c'est la question des loyers, la question de la négociation des loyers. Alors, c'est un vrai sujet, compliqué parce que en fait, il y a un écart très très important entre les annonces très ambitieuses qui ont été faites par le gouvernement au tout début de la crise et sa traduction dans les textes légaux. C'est un écart important. On ne va pas se mentir, moi je pense que je ne suis pas le seul à le dire, les ordonnances qui ont été rendues sur la question des loyers par le gouvernement sont extrêmement décevantes. Alors je comprends pourquoi elles le sont, mais force est de constater que du point de vue des commerçants, des restaurateurs en particulier, c'est très décevant. Pourquoi on a l'impression, quand on lit la presse, quand on écoute les membres du gouvernement, les annonces qui sont faites, qu'aujourd'hui, on peut reporter
ne pas payer, annuler ses loyers. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a aucun dispositif légal aujourd'hui qui prévoit dans le marbre un report de droit ou une annulation de droit des loyers. Ça, clairement, ça n'existe pas dans la loi. Aujourd'hui, on a une ordonnance qui a été rendue le 25 mars 2020, ordonnance sur les loyers, les factures d'eau et d'électricité. Dans certains cas, je vais rentrer sous les conditions, le fait de ne pas avoir payé les loyers pendant la période couverte par l'état d'urgence est jusqu'à 2 mois après l'état d'urgence. Donc, si vous faites votre petit calcul, l'état d'urgence a été prorogé au 10 juillet récemment. Donc, 2 mois après, ça nous amène au 10 septembre. D'accord? Donc, du 15 mars, date de fermeture, au 10 septembre, l'ordonnance nous dit que si je n'ai pas payé ces loyers-là, je n'encours pas de sanction de la part de mon bailleur. La formulation est extrêmement trompeuse. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé en me disant « Ah oui, bah, maître, c'est une bonne nouvelle, je n'ai pas à payer. » Alors, si on regarde ce que dit la loi, c'est absolument pas qu'on ne peut pas payer. On dit on n'a pas de sanction. Pas de sanction, ça veut dire que si j'ai eu un défaut de paiement sur des loyers qui concernent cette période, le bailleur ne peut pas me demander, par exemple, d'intérêt de retard. Ça, c'est une sanction en cas de non-paiement. D'accord? Il ne peut pas demander mon expulsion en demandant, par exemple, l'acquisition de la clause résolutoire qui est prévue dans le bail en cas de non-paiement de loyer ou de méconnaissance d'autres obligations dans le bail. Il ne peut pas le faire en arguant d'un non-paiement sur cette période. En revanche, rien ne l'empêche, sur un plan strictement légal, de demander le paiement du loyer, le montant principal. Il peut tout à fait faire une action judiciaire en disant je n'ai pas été payé sur cette partie-là, je demande à être payé de ces loyers. D'accord? Par contre, il ne pourra pas adjoindre sa demande d'intérêt ou d'autres sanctions, comme justement l'acquisition de la clause résolutoire. Alors, c'est évidemment assez décevant parce qu'on nous a beaucoup laissé entendre, et c'est encore ce qu'on croit quand on lit la presse, qu'il y avait des reports qui étaient prévus dans la loi, des annulations qui étaient prévues dans la loi. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question du sort des loyers, c'est une question qui va dépendre des négociations avec les bailleurs, un peu au cas par cas, malheureusement, un peu au cas par cas. On ne sera pas tous traités logés à la même enseigne là-dessus. Ce qu'on commence à voir avec le recul aujourd'hui, c'est qu'il y a malheureusement un petit peu de poids de mesure. Vous avez d'un côté des bailleurs qui sont souvent des foncières qui ont beaucoup de moyens financiers, qui ont pu se montrer plus généreux avec leurs locataires. Il y en a certaines d'ailleurs qui se sont targuées de ça, qui ont communiqué beaucoup dans la presse au tout début du confinement en disant nous, grands seigneurs, on ne fera pas payer les loyers, etc. sur cette période-là. C'est pas du tout le même raisonnement qu'ont souvent des bailleurs qui sont, par exemple, des personnes physiques qui avaient investi dans les locaux commerciaux pour financer un complément de retraite. Moi, je sais que j'ai écrit 3-4 articles depuis le début du confinement sur la question des loyers, où on a décortiqué toutes ces ordonnances. Et je me suis fait insulter par certes. J'ai des personnes qui m'ont écrit sur Internet en me disant « Oui, vous vous rendez compte de ce que vous écrivez, vous incitez les commerçants à ne pas nous payer, nous, c'est notre investissement, c'est comme ça qu'on paye notre retraite. » Donc voilà, il y en a qui ne sont pas du tout prêts à être conciliants avec leurs locataires. Alors la question qui est derrière, c'est donc si le sort des loyers dépend de mes négociations, comment est-ce que je négocie? Qu'est-ce que je peux invoquer comme argument aujourd'hui en termes de négociation? Il y a plusieurs choses. Il y a un premier argument qui nous paraît très intéressant, tous les juristes s'accordent à dire que c'est quelque chose qu'il faudra exploiter au maximum, c'est la question de la force majeure. C'est un article dans le Code civil qui nous dit que je peux suspendre l'exécution de mon obligation si survient un événement de force majeure, constitutif de force majeure, qui fait que je ne peux plus m'exécuter. Alors clairement, ça va de soi que le virus était imprévu. Du jour au lendemain, on vous demande de fermer, vous vous retrouvez avec des difficultés de trésorerie, vous ne pouvez pas honorer ce loyer, la force majeure se plaide. On est complètement dans un cas qui ressemble à ce qui est écrit dans le Code civil. Alors, ceci étant, il faut être très clair sur le sujet, c'est un parti pris qu'ont les avocats, notamment les avocats comme moi qui défendent les commerçants, parce qu'on est côté locataire. C'est un parti pris qu'on a et on le matraque à coups d'articles en disant c'est de la force majeure, etc. Mais qu'on soit très clair là-dessus, par définition, il n'existe pas de jurisprudence sur le sujet, puisque les tribunaux étaient fermés, pour commencer, et puis que de toute façon, même quand ils vont réouvrir, le temps que les premiers litiges sur la question des loyers surviennent et soient tranchés jusqu'à la Cour de cassation, il va se passer probablement 3, 4, 5 ans. Donc en fait, si vous voulez, on risque d'avoir des premiers indicatifs de jurisprudence peut-être dans 1 an, premières décisions qui seront rendues par les tribunaux de première instance, puis ensuite on verra ce que dit éventuellement la Cour d'appel, et puis ensuite on verra ce que dit la Cour de cassation. Mais
clairement, quand on analyse la situation qui a causé le Covid-19, le côté totalement inédit des fermetures administratives, et qu'on regarde le texte du Code civil sur la question de la force majeure, on s'accorde globalement à dire oui, on est dans un cas de force majeure. Alors, il y a un deuxième cas qui a été beaucoup invoqué par les juristes dans les articles, j'en ai parlé moi-même, c'est la question de l'imprévision. L'imprévision, c'est un autre article du Code civil qui, si je fais simple, hein, vous aurez demain tous les textes, donc vous vous embêtez pas avec ça, j'essaie vraiment de expliquer les choses de manière simple et pratique. C'est un texte qui va vous permettre d'aller renégocier l'économie du contrat en disant il y a des événements qui n'étaient pas prévus et qui font que quand je me suis engagé avec une version économique du contrat, avec une idée économique du contrat qui a été complètement bouleversée par ces événements imprévus. D'accord ? Je m'étais engagé, par exemple, à payer tant de loyers parce que j'avais tel business plan qui était tout à fait conforme à la situation avec un restaurant ouvert, mais avec un restaurant fermé, par définition, ben non, j'ai un déséquilibre total de mes engagements économiques, notamment du paiement du loyer. Et donc, l'imprévision, c'est un mécanisme qui va, nous dit le Code civil, nous permettre d'engager une négociation avec le bailleur. Et ça peut être intéressant parce que le Code civil nous dit si jamais les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors on va pouvoir saisir le juge en lui demandant éventuellement d'adapter le contrat. Voilà. Ça peut être une piste intéressante, mais pour moi, à titre subsidiaire aujourd'hui, parce qu'il y a très peu d'expérience, de retour pratique sur cette théorie de l'imprévision, parce que c'est une théorie qui est très récente en fait dans le Code civil. Elle a été introduite dans notre Code civil en 2016. Il y a très peu de jurisprudence sur ce sujet-là, et donc on ne sait pas beaucoup encore, on n'a pas beaucoup de recul pratique pour voir comment est-ce que ça pourrait se mettre en œuvre. Comment est-ce que, par exemple, la théorie de l'imprévision pourrait se concilier avec les pouvoirs habituellement dévolus au juge des loyers en matière commerciale. C'est pour ça que, pour moi, c'est une théorie très intéressante. Je l'invoque dans des projets de courrier, je parlerai de ça tout à l'heure, notamment aux bailleurs, pour aller essayer d'en mettre des tartines en disant, voilà, la loi est derrière nous, on a la force majeure, on a l'imprévision, mais c'est pas forcément là-dessus que j'irai instinctivement, ce sera plutôt sur la force majeure en premier lieu et derrière l'imprévision. La troisième chose qui me paraît très intéressante, c'est la question de l'obligation de délivrance. Et ça c'est un argument qui est très fort sur le plan intellectuel, sur le plan très juridique. La contrepartie du paiement du loyer par le locataire, c'est la mise à disposition du local commercial. Actuellement, le bailleur ne remplit pas cette obligation. Et donc, ça doit suspendre votre propre obligation de paiement. C'est pareil, ça, pour moi, c'est un argument très fort. C'est celui qu'on invoquera massivement s'il y a du contentieux qui devait se nouer sur cette question-là. Et on pense que c'est un excellent argument. Alors, il est complexe à manier, ceci étant, parce que, évidemment, la défense du bailleur, ça va être de dire oui, mais je n'ai pas manqué à mon obligation de mon fait. Et donc, on ne peut pas me reprocher une exécution qui n'était pas de ma responsabilité. Donc, c'est là-dessus que vont se nouer les débats. Mais, encore une fois, on pense, nous les avocats, très pro-locataires, pro-restaurateurs, on a décidé vraiment de se battre, c'est pour ça qu'on écrit tous ces articles, pour aller porter cette voix-là auprès des tribunaux en disant vous ne pouvez pas demander à un locataire aujourd'hui de s'acquitter un paiement de loyer alors qu'il n'a pas la contrepartie de ce pourquoi il paye, c'est pas possible. Économiquement, c'est pas possible. Et tout le monde doit prendre ses responsabilités. Le bailleur aura une perte également. Mais nos clients ont une perte également puisqu'ils étaient fermés. Voilà, c'est comme ça qu'on plaidera ces dossiers. Alors ça, c'est les arguments juridiques. Il y a aussi des arguments économiques qu'il faut avoir en tête dans les négociations. Et nous, il y a beaucoup de négociations qu'on a réussi à remporter sur ces arguments un peu économiques. L'idée, c'est quoi? C'est de rappeler aux bailleurs que aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire un pas vers leur locataire, de faire un geste. Alors, on pousse vers des annulations. Ça peut être éventuellement des reports si l'annulation ne passe vraiment pas en négociation. Mais on leur demande de faire des efforts. Et ce qu'on dit aux bailleurs dans les négociations, c'est, vous savez, la difficulté, c'est que si vous ne permettez pas à votre locataire de s'en sortir, vous prenez le risque de le perdre. Vous prenez le risque de le perdre parce que soit il tombera éventuellement en faillite, on va venir tout à l'heure sur les faillites, c'est pas quand on tombe en faillite, il y a des choses à faire encore, mais vous voyez, soit il partira parce qu'il jettera l'éponge, c'est plus possible, l'activité n'est plus viable. Et donc vous prenez le risque de perdre un locataire. Et perdre un locataire aujourd'hui, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment quand on est bailleur, à mon avis, parce que on rentre dans une période de crise. Et dans toutes les périodes de crise, ce qu'on connaît en général, c'est une vacance locative importante. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui vont pouvoir continuer à faire de l'activité commerciale et donc il y a des locaux qui vont se libérer. Donc, vacances locatives, ça veut dire que je ne suis pas sûr de retrouver un locataire demain. Et si j'en retrouve un, je ne suis pas sûr de l'avoir avec le même niveau de loyer. C'est même plutôt sûr que j'aurai un niveau de loyer inférieur. Et donc, moi, ce que je dis aux bailleurs aujourd'hui, dans le cadre des négociations, c'est de leur dire, écoutez,
Si vous faites un effort aujourd'hui, finalement, c'est une aubaine pour vous. Parce que, alors même qu'on est dans une période de crise, alors même qu'on est dans un contexte où les valeurs locatives vont baisser, préserver votre locataire aujourd'hui et lui permettre de passer le dur de la crise pour continuer à exploiter demain, c'est conserver un locataire avec un niveau de loyer qui aura été négocié avant la crise. Et donc, vraisemblablement, sur une valeur locative supérieure à la valeur réelle après la crise. Ça, c'est un argument économique majeur qui, généralement, avec les bailleurs qui justement, ont beaucoup de mal, disent oui, mais moi, j'ai mes propres charges, mes crédits, etc., puis qui comptent et qui se disent mais c'est pas possible. Ça, ils peuvent le comprendre. Et dans le même sens, le gouvernement, toujours pour inciter les bailleurs à la négociation, parce qu'encore une fois, rien ne les oblige à passer à la table des négociations, mais c'est pour les inciter à passer un dispositif fiscal qui va permettre de bénéficier d'exonération fiscale sur les parties de loyer qu'ils auront abandonnées. Et donc, ça, c'est pareil. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce dispositif fiscal parce qu'il est un petit peu compliqué. Et puis surtout, si vous voulez, comme tout dispositif fiscal, il n'a de pertinence que si on l'étudie au cas par cas en fonction de la situation du bailleur. Est-ce que c'est une société commerciale, est-ce que c'est une société civile, est-ce que c'est un particulier, etc., etc. Mais il faut le savoir, on a écrit, nous, un article là-dessus, justement, sur cette question de ce dispositif fiscal, parce qu'il est véritablement fait pour inciter les bailleurs et il faut l'avoir en tête dans les négociations pour dire mais attendez, prenez votre calculette, regardez les impôts en manque que vous allez payer sur ces loyers annulés ou sur ces loyers reportés ou sur l'accord qu'on arrivera à trouver et vous allez voir que vous vous y retrouvez, que vous n'allez pas perdre tant que ça au final. Voilà, ça c'est vraiment les éléments très importants à avoir en tête dans le cadre de ces négociations. Alors, est-ce qu'on prend des questions ou est-ce qu'il reste des points à préciser sur non, la partie... oui, j'ai une dernière chose simplement que je voulais vous dire, puis on attaque les questions. On a préparé, nous, au cabinet, un courrier type qu'on met à disposition complètement gratuitement auprès des commerçants. Donc, n'hésitez pas à nous le demander. Xavier a fait tourner mon courriel tout à l'heure. Il ne sera pas dans le support parce que le support, c'est deux choses différentes. Le support, c'est vraiment le contenu de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Mais si vous voulez nous demander le courrier type à envoyer à vos bailleurs, on le fera avec grand plaisir et on le fait de manière totalement gratuite. C'est un courrier qu'on ne fait pas payer. On estime que ça fait partie de notre part de solidarité. Alors, c'est une lettre qui a été préparée par des avocats, par notre cabinet. C'est nous qui l'avons rédigée. Par contre, elle est à adapter sur votre papier en tête. Vous mettez le papier en tête du restaurant, vous écrivez à votre bailleur et on a prévu le texte juridique avec tous les arguments pour aller solliciter ces annulations. On l'a tourné sous le sens de l'annulation, en essayant de demander le maximum. Voilà ce que vous pouvez envoyer si aujourd'hui vous êtes démunis en ne sachant pas qu'envoyer à votre bailleur pour initier ces négociations. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Xavier, je vous laisse la main pour la question. Le courrier, comment on peut le communiquer aux personnes qui souhaiteraient l'avoir? Elle vous envoie un mail? Oui, l'idée, c'est que ceux qui n'ont pas initié de démarche aujourd'hui avec le bailleur ou qui estiment que leurs démarches ont été incomplètes, ou vous nous écrivez et on vous transmettra immédiatement le projet de courrier. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais juste afficher 2 secondes votre adresse mail et puis je vais la remettre dans le chat directement aussi pour ceux qui souhaitent vous contacter. Ok, donc on va prendre quelques questions sur le sujet des loyers. Il y en a eu pas mal. Alors, je vais essayer de remonter sur les premières. Alors, on va dire, il y en avait une sur les courriers types pour négocier. Donc, on y a répondu. Voilà. Donc, question de Nathalie, si le bail exclut la force majeure comme exonération du paiement du loyer, aucune chance? Non, pas aucune chance. Comme je vous disais, la force majeure, c'est un argument parmi d'autres. Moi, à titre personnel, parce que je vous dis, les juristes, on a tous nos dadas et nos préférences, je trouve que l'argument du manquement à l'obligation de délivrance ou encore l'exception d'une exécution sont des arguments très pertinents. La force majeure, c'est un argument intéressant, mais si vous voulez, la force majeure, ne soyez pas inquiets si votre bail l'exclut parce que c'est même pas certain que ce soit l'argument le plus fort aujourd'hui. On verra, je vous dis, on ne connaît pas la jurisprudence qui sera rendue sur ces sujets, mais parce que la grande problématique de la force majeure, c'est que, ok, le Covid-19 était imprévisible, on ne l'a pas vu venir, etc. Bon. Mais la question, c'est est-ce que vraiment, derrière, ça vous empêchait d'exécuter votre obligation?
Et là, alors je vais me faire l'avocat du bailleur pour que vous puissiez comprendre un peu les arguments qu'on va vous opposer. Le bailleur peut très bien vous dire, mais attendez, le virus était imprévisible, d'accord, c'est vrai, mais enfin, prouvez-moi que vous ne pouvez pas payer votre loyer aujourd'hui. Et il y a des cas où finalement, peut-être possible de payer votre loyer. Alors ça vous fait mal, je peux comprendre, ça atteint votre trésorerie, ça vous met en difficulté, c'est certain, on est tous en difficulté aujourd'hui, mais faire un chèque, si vous voulez, vous êtes en mesure de pouvoir le faire aujourd'hui. Matériellement, il n'y a rien qui vous empêche, qui vous tient le bras et qui vous empêche de me faire un chèque et de m'envoyer les fonds. Donc vous voyez, la question de la force majeure, elle est très réversible, elle va donner lieu à beaucoup de plaidoiries. Là où, quand on invoque l'exception d'une exécution, quand on invoque l'obligation de délivrance du bailleur, à mon avis, c'est très fort cet argument parce que bah, je ne jouis pas des locaux. Donc, vous ne pouvez pas me demander de payer quelque chose que je n'ai pas. Vous voyez, on est sur le terrain de la contrepartie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de baux, enfin beaucoup, il y a certains baux qui excluent la force majeure, parce que c'est un peu la mode dans les contrats, on essaie d'exclure tout un tas de choses comme ça, et des fois on les met sans voir exactement pourquoi est-ce qu'on les écrit. D'ailleurs, on se retrouve à derrière, on se dit, ah oui, c'est vrai que c'est écrit comme ça, et je ne savais pas, je ne l'avais pas anticipé. Mais voilà, dites-vous bien que ce n'est pas parce que de votre bail exclut la force majeure qu'on est dénué d'arguments pour défendre un cas de non-paiement de loyer dans ce contexte particulier. Loin de là. D'accord. Question de Jérôme. La délivrance égale pas de loyer au niveau des charges locatives. Galerie commerciale, avons-nous aussi le droit de ne pas les payer? Dans les galeries commerciales? La galerie commerciale. Oui, pour moi, c'est vraiment la question de la fermeture, en fait. Vous ne pouviez pas ouvrir, donc vous n'aviez pas jouissance de la chose. Peu importe que d'autres magasins de la galerie commerciale soient ouverts, pardon. Vous voyez, enfin, si c'est ça le sens de la question, si vous voulez, votre bailleur, pour moi, ce qui compte, c'est le fait que votre local, au cas particulier, là où vous exercez votre activité, est fermé. Ok. Question d'Elisette. J'ai accepté de payer une partie du loyer. Pour le reste, puis-je demander l'annulation du reliquat ou le fait d'avoir payé une partie m'engage à tout payer? Non, alors, ça va être impossible, enfin quasiment impossible à mon avis, de demander un remboursement. C'est payé, c'est payé. Bon. Après, c'est pas parce que vous avez payé une partie que vous êtes obligé de payer le reste. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait dire, bah, écoutez, moi j'ai payé par exemple le mois de mars, parce que je me disais qu'on serait fermé 2-3 semaines. J'ai joué le jeu, où il y avait un paiement d'avance, j'ai payé, j'avais la trésor. Aujourd'hui, la période de fermeture a duré plus longtemps que prévu, et je peux plus payer. Et donc, je demande à bénéficier de votre clémence, je demande ces annulations. Et on va pas pouvoir, si vous voulez, juridiquement dire, ah, vous avez payé une partie, il faut payer le tout. Ça passera pas. Ok, merci. Question de Virginie. Si on négocie à l'amiable avec son propriétaire, est-ce qu'il faut rédiger un courrier en bonne et due forme ou bien un mail suffit? C'est les traces écrites qui comptent. Un courrier, c'est bien d'envoyer un courrier en recommandé. Après, s'il vous répond à vos mails, qu'il n'y a pas d'incertitude sur le fait qu'il a reçu votre demande, il n'y aura pas de difficulté. En fait, le recommandé, il y a deux choses. Soit c'est la loi qui le prévoit, auquel cas il faut faire un recommandé ou un acte huissier, parce que c'est la loi qui le prévoit. Soit c'est parce qu'on veut se ménager une preuve qu'on a fait une démarche. Mais c'est vrai que quand vous envoyez un mail, si vous avez une réponse, bah, il ne va pas vous dire derrière qu'il n'a pas reçu votre mail. Vous voyez ce que je veux dire, alors qu'il vous a répondu. Donc, si vous avez commencé à négocier par mail et que ça se passe bien, voilà, vous pouvez continuer sur ce terrain-là. Alors, par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est que s'il y a un accord qui est trouvé, c'est de régulariser un vrai accord, de faire un vrai protocole d'accord pour pas qu'il y ait de discussion sur la valeur probante de l'accord en tant que tel. Ok, merci. Question de Dimitri. Si on fait de la vente à emporter uniquement le soir, peut-on négocier une suspension de loyer? Oui, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Si vous voulez, la vente à emporter, vous allez tenter de minimiser les conséquences, mais si on dit, bah voilà, je suis quand même dans une difficulté financière telle que je ne peux pas payer mes loyers, donc je demande cette annulation parce que la vente à emporter, par exemple, me permet simplement de payer d'autres dettes que j'avais par ailleurs, ou alors je vais demander un report du loyer, ou alors une diminution pendant le temps de la crise. Si vous voulez, c'est pas parce que vous faites de la vente à emporter qu'en un coup, un juge vous dira, ah ben non, bah du coup, circuler à rien à voir, vous ne pouvez plus me demander la moindre faveur s'agissant du loyer. C'est au contraire, vous avez fait le maximum, vous avez tenté de pallier aux conséquences de la crise, vous demandez une annulation au moins sur un mois, sur 2 mois, vous voyez, c'est de la négociation derrière. Donc, faut demander le maximum et vous verrez ce que vous dit votre bailleur et on essaye de voir après quel terrain d'entente on arrive à trouver. À défaut, procédure. Et j'en parlerai tout à l'heure. Ok, merci. Et justement, en ce qui concerne donc les négociations, Héloïse et Julien se posent la question de tenter d'amorcer ces négociations de manière orale pour la confiance ou alors c'est dangereux?
Alors, aucun problème. Nous-mêmes, on le fait, hein. Je veux dire, quand on négocie avec nos confrères ou avec une partie adverse en direct, quand il n'y a pas d'avocat, on commence toujours par un coup de téléphone ou par une réunion. Ou voilà, c'est pour essayer de créer un climat aussi agréable dans la discussion, essayer de se comprendre mutuellement, s'expliquer que oui, on fait face tous à des difficultés, on comprend les siennes, on comprend sa propre position, etc. Les écrits, c'est bien de les avoir à deux moments. Premier moment, c'est au moment où on veut initier la discussion. C'est pas mal, je pense, de se ménager une preuve, de dire j'ai entamé cette discussion. Et donc, je prends mon téléphone, mais en parallèle, ou avant d'avoir pris le téléphone, je propose par mail de s'appeler pour discuter d'eux. Ensuite, on va pouvoir discuter oralement. Et les écrits vont être importants. Un deuxième moment, c'est le moment où on s'est mis d'accord et on va formaliser cet accord. Pour le coup, en général, un accord, s'il est simplement oral, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va dire c'est pas ce qui était prévu. Donc, c'est bien de pouvoir se parler comme ça. On n'est pas obligé de tout faire par lettre commandée, mail, etc. avec formalisme. On peut se parler, on peut se comprendre des êtres humains et avoir de belles relations humaines chaleureuses en se parlant, en se regardant dans les yeux. Mais une fois qu'on a tombé d'accord, que la négociation s'est achevée, il faut un écrit. Et c'est pas parce qu'on s'est pas fait confiance. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. On est bien d'accord, on s'est mis d'accord là-dessus. Ok, c'est ce que j'écris. Oui, très bien, etc. Ok, parfait. Ok, super. Jérôme nous parle d'un projet d'accord entre les grands bailleurs et le gouvernement pour une exonération de 3 mois pour les TPE. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors, il y a des négociations qui sont en cours avec les grands bailleurs, les grandes foncières, etc. Je ne pense pas qu'à la fin des fins, le gouvernement ait le pouvoir d'obliger, de contraindre. En fait, on est vraiment sous l'angle des négociations depuis le début sur ce terrain-là, parce qu'en fait, il y a une question juridique fondamentale derrière qui est assez technique, c'est l'essence même du droit privé, c'est-à-dire que l'État n'est jamais qu'un tiers à un contrat de bail. Il n'est pas partie à ce contrat de bail. Et l'État, pour des raisons de sécurité juridique, n'a en principe pas le pouvoir, pas plus que n'importe quel autre tiers à un contrat, de venir demander à telle ou telle partie de faire ci ou de faire ça. D'accord? On peut pas, un tiers ne peut pas vous imposer une obligation s'il n'était pas lui-même signataire du contrat. Et donc ça, c'est la vraie problématique juridique qui est derrière tout ça. C'est pour ça aussi d'ailleurs que il y a un écart entre les ambitions du gouvernement affichées sur un plan de la discussion politique, de la vitrine, etc., et ce qui s'est traduit dans les textes, parce qu'en fait, le pouvoir de l'État est assez réduit en réalité. Ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre en place justement des mesures incitatives, comme les leviers fiscaux que j'évoquais tout à l'heure. Ok, super. Pour Mathieu, je vous confirme que le replay sera bien disponible comme d'habitude juste après et vous le recevrez par mail. Question de Franck. D'ailleurs, bonjour Franck. Force majeure et déclaration de perte d'exploitation à l'assurance, les deux actions sont-elles compatibles? Oui, alors, quel est le sujet sur les assurances? La problématique des assurances, c'est que malheureusement, dans bien des cas, l'assurance vous couvre pour des pertes d'exploitation qui sont consécutives à un dommage au bien. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que dans le cadre du Covid-19, on n'a pas de dommages au bien. Bien, l'établissement, il est en bon état. Il n'y a pas de tempête qui est venue le détruire, etc. Donc souvent, on s'aperçoit que les problématiques des contrats d'assurance, c'est qu'ils ne couvrent pas parce qu'il n'y a pas le bon fait générateur. C'est qu'à l'origine, on n'a pas un dommage au bien. Alors, par contre, vous pouvez être sûr et certain, ça, je vois venir directement, qu'après la crise, toutes les assurances vont venir vous proposer un nouveau produit d'assurance fantastique pour vous dire on vous couvrira en cas de nouveau virus ou de fermeture. Mais en l'état, la plupart du temps, ce n'est pas le cas dans les contrats d'assurance. Ok, merci. Question d'Ali. Si nous avons évoqué par courrier l'obligation de délivrance, mais que le bailleur rétorque que ce n'est pas de son fait, que doit-on faire? Continuer la négo en lui disant qu'il prend le risque de nous perdre? Alors, euh, en fait, les bailleurs sont dans une situation un peu particulière. En l'état, ils ont très peu de moyens de pression. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Au final, ils peuvent tenter une action judiciaire à la fin des fins. Alors, a priori, vous êtes éligible. Si vous êtes éligible au fonds de solidarité, vous êtes tous éligibles à l'ordonnance que j'évoquais tout à l'heure, qui disait que vous ne pouvez pas avoir de sanctions. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir demander votre expulsion ou des défauts de paiement de loyer. D'accord? Le fonds de solidarité, je le rappelle pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, c'est moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, moins de 60 000 euros de bénéfices imposables, moins de 10 salariés. En général, beaucoup de petits établissements étaient dans le cadre de ce dispositif. Donc là, le bailleur, il peut faire une action en paiement si ça l'amuse, mais il ne pourra pas demander votre expulsion pour défaut de non-paiement pour défaut de paiement des loyers sur la partie que j'évoquais, partie état d'urgence plus 2 mois, et il ne pourra pas demander d'intérêt de retard. Donc en fait, il fait une action simplement pour obtenir le paiement de ses loyers. Les tribunaux ont été fermés pendant des mois et des mois. Avant ça, mes confrères et moi-même, on a connu une grève historique des avocats.
le niveau de désorganisation des tribunaux aujourd'hui est on n'a jamais connu ça, je pense, depuis la dernière guerre. C'est-à-dire que les tribunaux sont complètement dépassés. Moi, j'écris des mots au greffe pour des audiences, c'est une totale désorganisation. Il y a des tas de tribunaux qui ne délivrent même pas de date aujourd'hui pour un référé. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que matériellement, un bailleur qui voudrait aujourd'hui faire une action pour récupérer le montant des loyers, bon courage. Il y a, je pense, une bonne année de procédure. Et au final, quand on arrivera devant le juge sur une audience de plaidoirie, vous êtes de toute façon éligible à l'article du Code civil qui prévoit que toute dette impayée, je peux demander jusqu'à 2 ans pour la payer. Donc, si vous voulez, le bailleur, en fait, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne pourra pas demander votre expulsion parce que l'ordonnance l'empêche de le faire. Il pourra simplement demander le montant du loyer principal et vous allez pouvoir demander, vous, 2 ans au juge pour le payer. Donc, en réalité, alors évidemment, il faut avoir les reins solides pour accepter une procédure. Hein. Psychologiquement, c'est fatigant. Nous, c'est notre métier, on en fait toute la journée, mais je peux comprendre qu'un justiciable, dont ce n'est pas le métier, ce soit assez stressant. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je lance une action judiciaire en tant que bailleur que demain, vous êtes dehors. Loin de là. D'abord, il ne peut pas le faire. De deux, bon courage, la procédure va être longue. Et ça, c'est aussi un argument de négociation que j'ai avec les bailleurs. C'est, attendez, vous allez prendre un de mes confrères pour faire une procédure, ça va vous coûter quoi? 4 5 000 euros de frais d'avocat au final? Est-ce que c'est pas mieux de se mettre d'accord aujourd'hui, de trouver un bon accord, d'essayer de préserver les intérêts de tout le monde, plutôt que de perdre votre temps dans une procédure qui n'apportera rien, puisqu'au final, je vais demander, et j'ai le droit de demander 2 ans de délai, et je les aurai. Donc, je vais avoir 3 ans pour payer si je calcule mon année de procédure. Ouais, donc il y a quand même des leviers quand on est locataire. Tout à fait. J'essaye de suivre, il y a énormément de questions et en plus ça fait un peu bugger mon ordi, donc je crois que j'ai perdu un peu le fil. Alors, question de Guillaume, dans la mesure où le bailleur prévoit que le bailleur doit faire garantir les pertes de loyer pour une durée qui ne saurait être excédée 2 ans, est-ce que cela peut jouer dans la négociation? Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez répéter cette question, s'il vous plaît? Le bail prévoit que le bailleur doit faire garantir la perte des loyers pour une durée qui ne saurait excéder 2 ans. Est-ce que cela peut jouer dans la négociation? Je ne sais pas si c'est… J'arrive pas à comprendre le sens de la question, doit faire garantir. Vous voulez peut-être reformuler votre question et puis on reviendra dessus. Oui, vous me la faites. Au pire, vous me la ferez par mail si peut-être que mais j'arrive pas à comprendre le sens de la question. Ok. Quelle est la définition de grande foncière? En particulier qui a un local, donc c'est le cas de ma propriétaire, est considérée comme grande foncière, s'il vous plaît. Il n'y a pas de définition juridique. Je ne peux pas vous dire quelle est la différence entre un riche et un pauvre. Sur le plan juridique, je ne sais pas. On le voit, il y a des foncières qui sont reconnues comme étant des foncières dont ce sont les statuts d'ailleurs. C'est vrai qu'on utilise souvent cette expression de grand bailleur, petit bailleur. Sur un plan juridique, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Voilà, c'est presque un argument de plaidoirie, ça, le pot de fer contre le pot de terre. Attendez, vous, avec tous les locaux que vous avez, etc., mon client, tout seul, exploitant, etc. Il n'y a pas de définition juridique. Ok. Gianluigi, j'arrive pas à retrouver votre question, donc si vous pouvez la reposer, parce que je peux pas remonter aussi loin, ça fait. Alors attendez, je voudrais juste moi répondre à la question de Christophe Legrand, si ça vous dérange pas, parce qu'elle est, ouais, je la vois là. Je voudrais qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. La question de l'éligibilité au fonds de solidarité, c'est pas parce que vous êtes éligible au fonds de solidarité que vous pouvez suspendre le paiement de vos loyers. Ce que vous dit l'ordonnance du 25 mars, c'est que ceux qui sont éligibles au fonds de solidarité sont les mêmes critères qu'on reprend pour l'ordonnance des loyers. Et l'ordonnance des loyers, elle vous dit qu'il n'y a pas de sanction en cas de non-paiement. Je sais qu'on te dit, ah ben, ça veut dire que je peux ne pas payer. Mais comprenez bien, ce n'est pas ça que dit la loi. C'est que si je ne paye pas, le bailleur peut demander le montant principal, mais il ne peut pas demander mon expulsion ou des intérêts de retard. Et ça, c'est une faveur qui m'est offerte. Petite faveur, je vous l'accorde. Hein, j'aurais aimé que le gouvernement aille plus loin. Parce que vous êtes également éligible au fonds de solidarité. D'accord? Donc, ce n'est pas de suspension de droit. Du moins, il n'y a pas de suspension de droit. C'est une suspension négociée. Merci pour la précision. Le fait d'avoir bénéficié d'un PGE et donc de restaurer sa trésorerie ne rend-il pas injustifiable une demande d'exonération de loyer? Non, 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 non. C'est beaucoup plus compliqué que ça, la gestion d'une entreprise. Évidemment, si vous avez énormément de trésorerie, que vous n'avez pas payé le loyer et que le bailleur l'invoque, ça va être compliqué, ça va être plus difficile à défendre. Mais si vous voulez, un PGE, la trésorerie, elle peut avoir été utilisée sur d'autres priorités, d'autres urgences qu'il y avait à ce moment-là, des dettes qui avaient été contractées antérieurement aussi auxquelles il fallait faire face avec un fournisseur. Enfin, si vous voulez, c'est pas simplement, c'est pas mathématique, c'est pas parce que j'ai eu mon PGE qu'il fallait absolument que j'étais forcément en mesure de payer mon loyer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour aller obtenir une solution négociée et pour aller la porter et l'argumenter,
il faut aller démontrer qu'on est en incapacité de le payer. Mais pour moi, il n'y a pas de lien de causalité totalement évident. Voilà, ce sera peut-être plus un argument du bailleur pour dire, bah, vous voyez, vous avez le PGE, vous auriez pu le payer, mais ce n'est pas automatique. On va prendre juste 2 dernières questions. Merci de l'avoir reposé, Gianluigi. Donc, est-ce que je peux renégocier dans le mois à venir mon loyer et mon bail vu la crise? Alors, bah, tout se négocie, hein, c'est un contrat. Si le bailleur tombe d'accord, pourquoi pas. Sachez que la crise ne constitue pas un nouveau terme légal de négociation du loyer. Vous savez que pour les négociations de loyer, on a la révision triennale et la révision au moment du renouvellement du bail. C'est les 2 moments de révision qui sont prévus par la loi. La crise n'ajoute pas un 3e moment. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la crise que vous pouvez renégocier. Par contre, si le bailleur accepte, bah voilà, vous pouvez tout à fait effectivement le faire. Mais la loi ne vous donne pas de faculté de renégociation anticipée. Ok, merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question, parce qu'il y a quand même un dernier sujet après sur lequel il faut qu'on vous redonne la parole, sur les procédures de sauvegarde. Donc, Rosalie, important, si on n'est pas éligible au décret au fonds de solidarité, personnellement 24 salariés, que risque-t-on si on ne paye pas? Risque-t-on un déplafonnement du loyer? Non, pas de déplafonnement. Ce que vous risquez, c'est qu'effectivement, le bailleur va pouvoir demander des sanctions en cas de non-paiement. Donc, il va pouvoir demander les intérêts de retard et il va pouvoir demander éventuellement l'acquisition de la clause résolutoire. D'accord? Alors, ça n'empêche pas ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait qu'il y a une bataille judiciaire à mener avant ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une procédure très longue et que de toute façon, dans le Code civil, je peux toujours demander 2 ans de délai pour payer une dette. Et que la plupart du temps, statistiquement, c'est le cas quasiment à chaque fois, les magistrats sont quand même compréhensifs sur ce point de vue-là, quand c'est bien plaidé le dossier, ils vous disent, OK, j'accorde un délai de 2 ans pour apurer la dette, et donc pendant ce temps-là, la clause résolutoire est suspendue. Et donc, même si le bailleur a pu demander son acquisition, d'accord, demander à la constater, elle est suspendue. Donc, si vous voulez, effectivement, vous n'êtes pas éligible au dispositif qui prévoit que le bailleur ne peut pas demander de sanctions. Donc, le bailleur pourra demander des intérêts de retard, il pourra demander l'acquisition de la clause résolutoire, mais on peut se défendre quand même. Et il y a la bataille procédurale d'1 an à peu près à mener. Et ensuite, il y a les délais qu'on peut demander aux magistrats. Merci Baptiste, je suis désolé pour les questions auxquelles on n'aura pas forcément le temps de répondre, mais il y en a énormément et je vois que bah, c'est un sujet très important pour tous. N'hésitez pas à contacter Baptiste directement. Il y a son mail dans le chat et puis on le remettra à la fin. Et puis je vais vous laisser du coup avancer sur notre dernier sujet du jour, comme le temps passe. Oui, alors, donc le 3e sujet, alors c'est pas celui qui est à l'écran, c'est… ouais, alors c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que, alors pour le coup, il y a eu beaucoup moins de choses écrites sur Internet, c'est un sujet qui est plus technique, mais je pense qu'il est important que les commerçants, les restaurateurs soient sensibilisés à ce sujet-là. Comme vous le savez, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'aides. Il y a les PGE, il y a les reports de charges, il y a, bon, on ne va pas revenir là-dessus, vous avez déjà eu en plus une formation complète sur ce sujet, mais il y a plusieurs aides qui ont été mises en place. Il est possible que malheureusement, en dépit de toutes ces aides, vous n'arriviez pas à maintenir suffisamment de trésorerie pour continuer à payer vos dettes de manière normale au moment de la réouverture. Et pire, ce qu'on peut aussi malheureusement craindre, c'est qu'à la réouverture, il y ait un ralentissement de la consommation pour des raisons liées à la peur, à la crise sanitaire, etc., qui fasse qu'en fait, vous n'arriviez pas à compenser assez rapidement les pertes accumulées pendant le dur de la crise. Et donc, il y a un risque de se retrouver dans ce qu'on appelle, nous les juristes, l'état de cessation des paiements. Alors, l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire face à votre passif exigible avec votre actif disponible. Si je simplifie, vous n'avez plus la trésorerie nécessaire pour payer les dettes à venir. D'accord ? C'est une situation qui est à craindre, malheureusement. À court terme, on risque de connaître des situations comme ça, notamment chez les commerçants qui sont les plus grandes victimes de cette crise. C'est ceux qui sont obligés de fermer. Ce n'est pas un ralentissement, c'est un arrêt total de l'activité. Alors, en temps normal, il y a des solutions quand on est en état de cessation des paiements, mais en fait, il n'y en a que 2, plus ou moins. Il y a le redressement judiciaire et, si le redressement s'avère impossible, malheureusement, la liquidation judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est assez lourd comme procédure parce que vous vous retrouvez avec un administrateur judiciaire sur le dos
qui va venir contrôler vos actes de gestion au quotidien. Vous pouvez avoir éventuellement le tribunal qui vient en plus influencer et de venir à demander à réduire votre rémunération pour la réduire au strict minimum. C'est une procédure qui est coûteuse aussi pour l'entreprise. C'est une procédure qui est difficile à passer. Alors, si elle est bien menée, avec l'aide d'un avocat qui connaît les procédures et avec un bon expert comptable, il y a des sociétés qui se redressent par définition, qui peuvent adopter un plan de redressement et se sortir d'une période de crise. Mais c'est une procédure qui est difficile. Elle est difficile sur un plan psychologique, elle est technique sur un plan juridique et elle est difficile sur un plan économique. Le gouvernement a rendu une ordonnance qui est passée un petit peu inaperçue du grand public, c'est l'ordonnance d'adaptation des procédures collectives, c'est une ordonnance du 27 mars qui, à mon sens, peut constituer un outil formidable d'aide pour les entreprises qui seraient les plus impactées par la crise. Cette ordonnance, elle nous dit quoi? Alors, elle est technique, je vais essayer de bien vous la résumer, et puis vous pourrez relire demain à tête reposée le petit texte que je vous ai écrit là-dessus, et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Elle nous dit que pendant une période allant du 12 mars 2020 jusqu'à 3 mois après l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence, je vous ai dit, a été prorogé au 10 juillet, récemment, c'était le week-end dernier. Donc en fait, 3 mois après l'état d'urgence, ça nous amène au 10 octobre. D'accord? Donc on a une période 12 mars, 10 octobre. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette période? L'ordonnance nous dit que en cas de dépôt de cessation des paiements sur cette période-là, le tribunal aura l'obligation d'apprécier la situation financière de l'entreprise au 12 mars 2020. Donc, de manière fictive, on regardera, OK, on dira à date, très bien, vous êtes en état de cessation des paiements, mais comment était votre entreprise le 12 mars 2020? Et le tribunal devra statuer au regard de votre situation financière au 12 mars 2020. Et donc, si vous n'étiez pas en état de cessation des paiements au 12 mars 2020, vous allez être éligible à des procédures qui sont certes faites pour les entreprises qui connaissent des difficultés, sinon ça n'aurait pas de sens, mais des difficultés qui ne sont pas forcément celles allant jusqu'à l'état de cessation des paiements. Alors, il y a une procédure notamment, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle la procédure de sauvegarde judiciaire. Elle est très intéressante, je vais vous dire pourquoi. Alors juste, cette procédure de sauvegarde judiciaire, statistiquement, elle est très peu utilisée en général pour une raison assez simple. C'est que la plupart du temps, quand les chefs d'entreprise sollicitent la protection du tribunal et se placent en état de cessation des paiements, souvent il est trop tard. C'est-à-dire qu'on est justement, l'état de cessation des paiements est déjà survenu, d'accord? Parce qu'ils ont vu les difficultés arriver, et c'est tout à fait normal. Je veux dire, votre entreprise, c'est votre petit bébé, c'est votre vie, vous vous réveillez très tôt le matin, vous vous couchez tard le soir pour la faire vivre. Et souvent, c'est psychologique, quand on voit les difficultés arriver, on ne les accepte pas, on se dit, je vais y arriver, je vais redresser la barre. Et donc souvent, quand les entrepreneurs arrivent devant le tribunal, c'est malheureusement trop tard, on est déjà en état de cessation des paiements, et donc le tribunal vous dit, vous n'avez que le redressement judiciaire ou éventuellement la liquidation si justement les conditions du redressement ne sont pas possibles. Là, on va avoir la possibilité de manière fictive, alors même que l'état de cessation des paiements est avéré, d'aller solliciter une sauvegarde judiciaire parce qu'à la date du 12 mars 2020, je n'étais pas en état de cessation des paiements. Et que je demande au tribunal, par l'effet de cette ordonnance, de regarder ma situation financière au 12 mars. D'accord? Et donc 12 mars, OK, des difficultés, sont avérées par la suite, mais je n'étais pas encore en état de cessation des paiements, donc je vais pouvoir demander la sauvegarde. La sauvegarde judiciaire, elle est beaucoup plus légère que le redressement judiciaire et en même temps, elle vous offre des effets similaires du point de vue des atouts. Les atouts sont lesquels? À partir du moment où vous allez avoir le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, va s'ouvrir ce qu'on appelle une période d'observation. La période d'observation, c'est une période qui va durer 6 mois. D'accord? Vous avez le jugement, le tribunal dit sauvegarde judiciaire, j'ouvre une période de 6 mois. D'accord? Cette période de 6 mois, c'est une période pendant laquelle toutes les dettes que vous avez contractées avant l'ouverture du jugement, avant l'ouverture de la procédure, vont être gelées. On prend toutes vos dettes, fiscales, sociales, les loyers, etc., etc. Et on dit que ces dettes ne sont plus exigibles pendant une période de 6 mois. Ça vous offre un temps de répit. Vous allez devoir payer les dettes postérieures. Vous allez devoir payer les nouveaux loyers, les fournisseurs à venir, etc. après, mais pas les dettes antérieures. D'accord? Cette période de 6 mois, elle est renouvelable, alors, une fois jusqu'à 2 fois sous certaines conditions extrêmes. Mais on va dire 1 à 2 fois. Donc, elle va durer à peu près entre 6 mois et 1 an. À l'issue de cette période d'observation, si vous avez fait la preuve que votre entreprise est viable et qu'en fait, donc, les difficultés financières étaient bien liées à un contexte particulier, justement ce contexte de crise, vous allez pouvoir demander un plan de sauvegarde. Et là, le plan de sauvegarde, exactement comme un plan de redressement judiciaire, il va vous permettre, sur un plan
légal d'étaler vos dettes, donc ces fameuses dettes qu'on avait vues, les dettes antérieures, sur 10 ans. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on a presque plutôt intérêt à créer de la dette et à garder de la trésorerie pour pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions, plutôt que de s'assécher complètement en termes de trésorerie pour essayer d'être complètement à jour de ses dettes et derrière de ne pas arriver à payer les prochaines échéances. Vous voyez, donc il y a un équilibre comme ça qui est complexe à trouver, il faut le discuter avec l'expert comptable, c'est vraiment un équilibre de gestion et peut-être en prenant conseil avec l'avocat, en se disant finalement j'ai peut-être plutôt intérêt aujourd'hui, en période de tension, à accepter, je sais que c'est pas facile psychologiquement, je me mets à votre place, mais à accepter d'avoir un petit peu de dette, de me dire ah, j'ai cette épée de Damoclès, etc., mais je conserve un peu de trésorerie, quitte, si jamais vraiment c'est compliqué, à me placer en sauvegarde judiciaire avec cette trésorerie qui va me permettre de continuer mon exploitation et à étaler à terme les dettes que j'ai contractées sur une période de 10 ans. Ou moins, enfin, après, ça se négocie avec le tribunal. Mais vous voyez, le bon réflexe à avoir, c'est de trouver cette contrepartie de cette bonne gestion, de ne pas être asséché complètement en termes de trésorerie, parce que vous allez avoir un besoin de reprise, de recommander de la nourriture auprès de fournisseurs, etc., de repayer des salariés. Donc, il vaut mieux avoir de la trésorerie pour la réouverture, avoir contracté un petit peu de dette aujourd'hui et être capable de revivre dans des conditions normales derrière et de voir ce qu'on fait de cette dette ensuite. Est-ce que je la négocie parce que j'ai trouvé des accords avec mes principaux créanciers? Au pire du pire, je ne la négocie pas et à ce moment-là, je vais me placer en sauvegarde judiciaire pour geler ces dettes-là et à terme ensuite demander un étalement. Très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a quelques questions, on voit qu'il y en a quand même moins que sur les loyers. C'est un sujet un peu technique. Hein. À la lecture du texte demain, peut-être que vous y verrez plus clair. D'ailleurs, peut-être on pourra partager dans le chat, pour ceux qui le souhaitent, les articles qui ont déjà été rédigés. Alors, il y a une question de Péric. Cette procédure est applicable si dette fiscale et sociale au 12 mars? Alors, non. En fait, cette procédure, en fait, c'est donc cette adaptation des procédures collectives. Elle n'est possible que si vous n'étiez pas en état de cessation des paiements au 12 mars. Donc, si vous voulez, si votre entreprise était totalement à jour de ses dettes au 12 mars et que les dettes dont on parle ont été contractées pendant le dur de la crise, là, je vais pouvoir demander justement la sauvegarde judiciaire en disant, mais finalement, mes dettes, elles sont postérieures, je vous demande de apprécier ma situation financière au 12 mars. Si par contre, vous étiez déjà en état de cessation des paiements au 12 mars, ça va être compliqué. Parce que vous allez pouvoir demander un redressement judiciaire éventuellement, mais pas une procédure de sauvegarde. Ok. Question de Stéphane, si nous sommes déjà en plan de redressement, que se passe-t-il pour les échéances mensuelles à payer? Peuvent-elles être reportées ou prorogées ou faut-il demander la reconsidération du plan au tribunal? Y a-t-il quelque chose de prévu pour ce type de situation? Alors oui, en fait, il faut saisir le tribunal judiciaire pour aller demander une adaptation du plan de redressement, en faisant valoir voilà, qu'il y a eu par exemple des échéances qui n'ont pas pu être payées pendant le dur de la crise, et donc de venir voir si on peut, par une renégociation globale du plan de redressement, venir étaler ses dettes sur d'autres échéances. Ok, merci. Vous voyez, je pense, la question d'Hervé. Quel niveau de trésorerie doit-on se mettre en sauvegarde? C'est compliqué pour moi de répondre à cette question de manière abstraite. C'est vraiment des questions de gestion. En fait, il faut avoir les bilans sous les yeux. Il faut parler avec l'expert comptable. C'est pas des décisions que l'avocat prend tout seul. C'est des décisions qu'on négocie avec l'expert comptable en disant quelle est la meilleure stratégie sur un plan économique. En termes de procédure, on va invoquer tel argument et sur un plan économique, la bonne gestion, ça va être de se situer à ce niveau-là en termes de dette et de trésorerie, etc. pour aborder l'ouverture. Je ne peux pas répondre à cette question de manière abstraite. Ok, très clair. On va voir dans l'onglet questions s'il y en a eu depuis quelques minutes. Donc, question de Nathalie. Accepter de la dette alors qu'il y a le PGE, ne peut-on pas se le voir reprocher? Non, encore une fois, je pense qu'il faut. Enfin, le PGE n'est pas la solution à tous les problèmes. Le PGE, c'est une rustine et c'est bien de l'avoir mis en place. Et déjà, c'est bien si vous êtes avec une banque qui a joué le jeu, hein, parce que toutes les banques ne jouent pas le jeu malheureusement. Mais c'est pas parce que vous avez été éligible à un PGE que vous êtes en mesure de faire face à toutes les dettes et que vous n'avez pas de difficultés de trésorerie, etc., etc. Si vous voulez, c'est au contraire, c'est de bonne gestion. Vous avez su demander le PGE et en dépit de ça, il y a des difficultés qui ont persisté et donc je viens me mettre en sauvegarde judiciaire
en tant que bon gestionnaire, je viens solliciter la protection du tribunal pour me permettre de redémarrer dans des conditions optimales. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on a souvent une image un peu négative des procédures collectives. Une image négative parce qu'on se dit c'est les procédures collectives, c'est déjà un pied dans la tombe, c'est la fin de l'entreprise. Et en fait, il y a vraiment bien utilisé, bien accompagné, les procédures collectives peuvent vraiment être un bras armé pour vous permettre justement de passer une période de crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire de venir trouver des subtilités procédurales qui vont permettre de geler de la dette pendant une période donnée pour derrière redémarrer dans de bonnes conditions. Là où, justement, si on ne gèle pas cette dette, en fait, on s'en sort pas parce que j'ai trop d'échéances qui arrivent d'un coup, je sais plus où donner de la tête et en fait, je sombre comme ça. Et donc, les procédures collectives, c'est un outil, ça peut être un outil de gestion. Alors, bien, c'est pas un outil de gestion du quotidien, c'est pas quelque chose qu'on fait 2 fois dans l'année pour bien gérer mon entreprise, je vais utiliser les procédures collectives. Mais ça peut être un vrai outil de gestion si on est en période de crise et qu'on a vu venir des difficultés et qu'on va les traiter, on va céder de ce qui est prévu dans le code de commerce pour venir les traiter judiciairement de manière intelligente. Voilà. Et d'ailleurs, le code de commerce ne cesse de parler de prévention. Et c'est-à-dire qu'on appelle les chefs d'entreprise en disant attention, ayez le réflexe de vous placer sous la protection du tribunal dans certains contextes, et c'est un acte de bonne gestion. C'est pour ça notamment que tout est fait dans les procédures collectives pour vous appeler à agir le plus tôt possible, quitte, le code le prévoit aussi, à ce qu'il y ait des sanctions pour le chef d'entreprise qui n'aurait pas agi suffisamment rapidement. Ces sanctions, elles sont là parce qu'effectivement, vous mettez en danger des créanciers qui vont continuer éventuellement à contracter avec vous alors que vous étiez déjà en situation de défaut de paiement, mais elles sont là aussi pour vous inciter en vous disant ayez ces réflexes de bonne gestion de solliciter la protection du tribunal au bon moment. Merci pour ces précisions. On va prendre une dernière question et puis après on va clore puisque le temps passe. Donc question de Guillaume, je ne sais pas si vous pourrez lui répondre. Depuis 5 ans en plan de continuation, je suis dans une banque spécialisée dans le redressement de l'UBAC qui ne fait pas de crédit, donc pas de PGE. Que faire pour en bénéficier? Alors vous êtes en plan, donc en soi, vous pouvez en bénéficier. Faut aller voir auprès d'une autre banque. Alors c'est compliqué, hein, mais faut voir avec une autre banque. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, on va vous libérer. Merci infiniment pour toutes ces réponses aux interrogations qu'ont les restaurateurs en ce moment sur ces sujets extrêmement importants. Et puis au vu des réactions et de toutes les questions, je pense que vous avez apporté énormément d'éclaircissements à toutes ces questions et créé du coup beaucoup de valeur pour les personnes qui les ont suivies aujourd'hui. Et donc, on vous en remercie très sincèrement, Baptiste, d'avoir pris ce temps-là et puis pour tout ce que vous faites en ce moment pour la profession. Donc on va remettre dans le compte rendu du webinar tous les liens vers vos autres articles. Et puis vous pourrez continuer pour ceux qui souhaitent revoir une partie ou qui auraient loupé le début, le replay. Vous allez le recevoir ça normalement dans quelques minutes directement par mail. Voilà, merci à tous. Merci à vous. J'étais vraiment très très honoré. Merci beaucoup Xavier et merci à tous. Et si je puis me permettre, un vrai message de soutien à titre personnel. C'est pour ça que je fais ce métier aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour le métier que vous faites. J'ai coutume de dire, j'ai toujours à mes clients, j'ai payé toutes mes études à l'université en étant serveur dans un restaurant. J'ai énormément d'admiration pour le métier que vous faites. Beaucoup de respect pour votre profession. Et très sincèrement, je sais que la période que vous passez est une période extrêmement complexe et difficile sur un plan psychologique également. Voilà, donc je vous assure, je suis de tout cœur avec vous et on fera le maximum au cabinet pour essayer de vous venir en aide en cette période. Voilà. Bien. Merci à vous, Baptiste, Merci. pour les réponses et votre sincérité et puis votre soutien à la profession. Je remets quelques secondes avant de clôturer votre contact pour ceux qui le souhaitaient. Je le remets à l'écran et puis on va terminer ce webinaire. Bonne journée à tous et demain, juste pour ceux que ça intéresse, donc nous allons à 15h avoir un webinaire sur le thème du parcours sanitaire. Donc toutes les normes d'hygiène à respecter lors de la réouverture et puis pour ceux qui font de la vente à emporter dès maintenant. Donc voilà, ce sera à 15h, vous avez dû recevoir une invitation. Donc à demain à ceux qui seront présents et bonne journée à tous. Merci, au revoir, bonne journée.